Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Diaspocam dans l'émission L'Instant littéraire. Après 4 mois de repos, l'Instant littéraire revient chez vous avec la même ferveur, le même enthousiasme pour le bonheur du livre. Pour le bonheur du livre, ce soir, nous recevons Mona Azam pour la seconde fois. C'est une écrivaine plongée dans l'Afrique, passionnée de l'Afrique. Ce soir, nous allons nous entretenir sur sa nouvelle publication dénommée Nomade. Bonsoir, Mona Azam. Bonsoir, Kelvin. Merci de me recevoir de nouveau. C'est un plaisir. Oui, le plaisir est partagé. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour la seconde fois. Tu fais partie de la maison Diaspocam et nous sommes heureux, mais je voulais tout d'abord annoncer que le livre Nomade est nominé au prix de la littérature afro-caraïbe. Et j'espère que porter ce prix. Et donc nominé à 2 reprises? À 2 reprises. Pour 2 titres? C'est nominé pour 2. C'est Nomade qui est nominé ou bien? Nomade qui est nominé? Ah, d'accord, j'avais cru comprendre Amine. D'accord. Oui, mais je crois que plutôt que c'est Amine. Ah, à vérifier. Oui, c'est Amine. Je crois que c'est Amine. De toute façon, nous en parlerons ce soir. Et avant cela, nous allons prendre 1 minute pour faire les partages comme d'habitude, afin d'alerter à notre public qui nous attend que l'émission a démarré. À tout de suite. À tout de suite. Bokoko. La nuit de l'élégance avec Extra Musica, Roga Roga, Bokoko, les parrains et marraines sont à l'honneur. Mon ami Gaël, Iloïdjo. Samedi 4 juin 2022, à partir de 20h, à la salle du Palais des Beaux-Arts, en face de la commune de Charleroi. Adresse rue du Manège, 6000, Charleroi, Belgique. Organisé par le Carrefour Benguis. La référence, contact 0032 493 28 49 60. Ticket prévente 30 €, vente 40 € sur place. Le Carrefour Benguis, la référence. Je vous présente en exclusivité nos parrains. Ben Ali, responsable d'Infoculture. Impôt Comptier culturel dans la place. Isaac de Bruxelles, le roi 12-12 de Bruxelles. Impôt Comptier dans l'âme. Lui, c'est le grand Edenté, un homme d'affaires réputé. Elle se nomme Nidonides, l'influenceuse web. Elle, c'est Sidonie de Charleroi, la boucantière, la responsable du salon de coiffure Pays d'Or. Ou Madine Kachou, femme d'affaires responsable de NK by Nadine Kachou, lingerie et accessoires. Lui, c'est le grand Alain Kazar. C'est le propriétaire des résidences Hazard à Douala. Néo de Charleroi, patron du restaurant Les Sangas. Une référence gastronomique à Charleroi, un vrai boucantier. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe.
Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. D'accord. Oui, bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, l'instant littéraire reprend et nous recevrons Mono Azam. Je vais lire un extrait de son livre Nomade. Nous sommes à la page 24. Le Touareg avance avec légèreté sous les vents légers. Pas après pas, il marche en silence, vivant de peu de choses, dénué de tout. Il est riche de tout. Tel est le Touareg que je suis, enrichi de cette légèreté du désert qui nourrit mon existence. J'avance, plume légère et méditative, en plein cœur du Sahara, là où les dunes inlassablement se voûtent, là où les ouègles insoupçonnés se cachent verdoyants, là où les oasis se sont nichés à l'ombre de l'ocre de montagne. Il existe un pays, l'Otinérie, où l'homme apprend encore et toujours de dune en dune à rester humain. Ce pays qui est le mien, moi, Adama, je suis né pour le dire, parce que le désert, c'est moi. Tant qu'il y aura le désert, il y aura des hommes. Être un homme, c'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde. Je suis un homme du désert. En posant ma plume, je contribue peut-être à bâtir le monde, à rendre immortel, indestructible, ce désert qui est mon monde. Ce désert que je suis, d'où je suis et qui fait de moi ce que je suis. Adama, le Touareg, héritier d'une lignée aux racines qui s'enfoncent dans l'infini de la mémoire du sable. Je suis Adama, un être libre par la volonté de ma mère, un être libre qui chemine de dune en dune et le désert continue son avance. Mesdames et messieurs, je viens de lire un extrait de Nomade de l'écrivaine Mono Azam que nous recevons aujourd'hui. Mono Azam, rebonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter de nouveau, Kelvin. C'est un honneur. Tu viens de suivre à l'instant un court extrait de ta publication, ta récente publication. La première question que j'aimerais poser, elle est simple. Qu'est-ce que lire? Qu'est-ce que lire? Oui. C'est exister. C'est exister en tant qu'individu, capable de varier ses horizons, de s'ouvrir à autrui. Et c'est aussi un pont qu'on construit d'un désert à l'autre pour rompre la solitude. Oui,
Dans le passage que je viens de lire, il y a le mot légèreté qui revient à tout moment. Mais avant d'entrer dans la profondeur de ce mot, est-ce que la lecture te permet d'échapper à l'insoutenable légèreté du réel? Ah, joli. J'aurais dit l'insoutenable légèreté de l'être, mais ce serait un plagiat. Oui et non, parce qu'il existe des lectures qui nous font voir le réel d'une manière différente. Et nous autres Africains, nous savons que le regard qu'on porte sur le réel n'est pas toujours le même que celui qui vient d'autres contrées, parce qu'on a appris à chercher l'essentiel dans chaque objet, dans chaque arbre, dans chaque terre. Et la lecture, je pense qu'elle est surtout quelque chose qu'on porte en nous, qu'on fait sien au moment où l'on lit, on s'approprie un texte, on s'y trouve. Parfois, on retrouve notre réel. Par exemple, dans Nomade, un Africain ne peut que s'y retrouver, surtout un Africain qui a connu le désert. Et en même temps, elle permet aussi, à partir de certaines lectures, d'oublier le réel. Mais je crois qu'elle nous fait plus prendre conscience du réel. Et que ce n'est pas du tout l'insoutenable légèreté de l'être, c'est l'insoutenable légèreté de la vie, finalement, et de ce que nous sommes, peu de choses, finalement. Oui, tu dis que la lecture nous permet de s'approprier et en même temps de prendre conscience. Mais à quelle dimension de l'homme la littérature s'attaque-t-elle? Tout dépend de ce qu'on lit, tu le sais. Oui. Il est des textes qui nous parlent de manière intime. Personnellement, ce sont les textes d'Albert Camus, qui pour moi est un grand Africain, d'abord, notamment à travers des romans comme Noces et L'été de Camus, où là, c'est vraiment l'Africain qui écrit avec sa chair, avec les odeurs, avec le goût. Je pense que chacun de nous a trouvé sa voix quelque part, sa voix IE et sa voix OIX dans un livre en particulier. Et je crois que c'est dans ces livres-là, dans lesquels on retrouve notre voix et nos voix, que ça nous parle en profondeur et que ça nous bouleverse. Parce que certains textes nous disent nous d'abord et avant tout. Et c'est une prise de conscience. Oui, tu parles également du goût. Tu as parlé là du goût, du sens, comme Camus qui s'exprime ou écrit. Mais la lecture, je voulais dire, la lecture doit-elle d'abord toucher la partie la moins intelligente de la personne ou bien la partie la plus vivante? Tout dépend, je pense, de l'âge du lecteur et de sa maturité. Quand on est très jeune, tu as dû connaître cette expérience. Il nous est arrivé de lire des textes qu'on nous avait peut-être imposés à l'école et pour lesquels on n'avait pas la maturité. Et moi, j'ai fait cette expérience notamment avec Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Quand tu le relis à différentes étapes de ta vie et en fonction de ce qui se passe dans ta vie à un moment X où tu reprends ce livre, le message est différent. Ce qui fait que finalement, un livre, il n'a pas une seule signification. Et l'acte de lecture peut beaucoup plus remuer que n'importe quelle parole. Je crois que ça dépend aussi de notre psychisme, de notre état d'esprit au moment même où on s'empare d'un livre. Certaines personnes, heureusement, que les goûts sont différents, prendront un texte, je sais pas moi, L'Enfant noir de Kamara Lai. Il ne parlera pas de la même manière à deux individus de cultures différentes
et d'horizons différentes. Parce que c'est un livre qui dit l'Afrique et dans toute sa complexité, dans toute sa beauté finalement. Mais en fonction de l'âge, en fonction des origines, du vécu d'un individu, une lecture n'est jamais la même. Oui, parlant donc de Camara Lai, il a une littérature qui est, on pourrait dire, émotionnelle. Alors, je pourrais poser une question toujours sur la lecture. Faut-il tenir compte de la structure littéraire ou de l'émotion, comme par exemple, tout à l'heure, tu évoquais Camara Lai? Parce que oui. La structure est importante. Parce qu'un roman qui est écrit sans véritable structure est très compliqué finalement à suivre. Mais je ne pense pas qu'elle soit primordiale dans le sens où on peut y mettre notre propre structure. Hein. Il y a des romans que tu prends plaisir à lire de manière fragmentée. C'est le cas, par exemple, des nouvelles. Hein. Tu n'es pas obligé de lire les nouvelles, un recueil de nouvelles, tu n'es pas obligé de les lire dans un ordre successif, parce qu'en apparence, il n'y a pas de structure. Enfin, il y a toujours un lien voulu par l'auteur, mais je ne pense pas que la structure soit primordiale. Elle ne prime pas sur le sens, ni sur la beauté, ni sur le message que l'on peut tirer. Oui, j'ai omis exprès. J'aurais voulu d'abord te présenter, comme tu étais déjà passé à cette émission, mais il y a ceux qui vont te découvrir aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire qui est Mona Azam quand elle n'est pas écrivain? Elle est la même. C'est la même personne. Je n'ai pas dissocié l'être de l'écrivain. C'est-à-dire que les valeurs que je porte dans mes livres, ce sont mes valeurs en tant qu'être humain, les valeurs pour lesquelles je me battrai jusqu'au bout. La droiture, l'honnêteté, le respect des autres, la tolérance. Je ne suis pas différente. Je suis prof quand je ne suis pas écrivain, mais c'est pareil parce que ce soit enseignant ou écrivain, on est dans la transmission et on est dans le monde magique des mots et tout passe par la parole. Oui, Mona Azam, qu'est-ce que la lecture nous prend finalement? Beaucoup de nous-mêmes, et elle nous apporte aussi. Elle ne nous prend pas grand-chose, elle nous prend peut-être nos idées fausses, elle nous prend peut-être des idées, des a priori qu'on avait, et elle nous donne plus qu'elle nous prend, la lecture. Adama en est la preuve, il reçoit beaucoup plus, il donnera aussi. D'accord. C'est pourquoi d'ailleurs je vais te dire de lire un passage, comme ça nous allons nous plonger maintenant dans Nomade, qui est livre attendu. C'est à moi de lire alors. Une envie furieuse me prend à la vue de ma tribu endormie, de m'ancrer à mon tour et d'ancrer ces multiples sensations. Besoin d'émurge, d'immortaliser cette scène et ma tribu dans un tracé unique. Ce peuple de Touareg auquel j'appartiens est un peuple libre et sauvage, l'un des derniers qui puisse exister. Des fourmillements agitent mes doigts, des spasmes remuent mes bras. La fièvre désertique s'empare de moi, m'habite tout entier, jusqu'aux pulsations de mon sang qui s'affole. Mes doigts s'emparent du stylo et du carnet posé sur mon baluchon. Ils me narguent. La reptation du stylo trace les lignes, les griffant, les maquillant, çà et là, de farces sporadiques. Il naît le désert qui s'écrie, lumineux à l'ombre du scorpion.
Il naît le chant primitif porteur des complaintes de la rose de sable. C'est donc pour cela que je suis revenu, pour accomplir la mission du scribe qui m'a été confiée depuis, dire les transes du peuple nomade, écrire pour réanimer du souffle la voix d'une tribu égarée, ma tribu, la tribu des Touaregs, et me retrouver, moi, Adama, le nouveau griot porteur de la plume nomade et ancestrale. Comme Hadji dit, toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Très bien. Là, nous étions en train de suivre un extrait du livre Nomade de Mona Azam, qu'elle était en train de nous, de façon éblouissante, faire une lecture tendre. Bon, finalement, qu'est-ce qui se cache dans le désert? La culture ou la sauvagerie? Tu es pas gentil avec moi aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui se cache derrière ces milliers et ces milliers de grains de sable? Je pense qu'il ne se cache qu'une seule chose en fait. C'est l'âme d'un peuple. Ouais. Et c'est la mémoire d'un peuple qui ne doit pas s'effacer, qui doit continuer à rayonner, à briller encore et encore, parce qu'un peuple qui n'a plus de mémoire n'existe plus. Je crois que c'est surtout l'âme d'un peuple qu'il y a. Et quand je dis l'âme d'un peuple, ce sont sa culture, ses modes de vie, son histoire, ce qui est intrinsèquement partie de l'être humain. C'est son âme. Et le désert, en fait, c'est ça qui cache. Et qui sait écouter le désert, sait écouter la voix des peuples. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Nomade. Oui, j'ai passé quelque temps souvent dans le désert. Le désert, c'est le sable, c'est la soif et c'est l'isolement. Mais là, il y a des hommes qui y restent. Oui. Bon. Heureusement. Quand on lit Nomade, est-ce que tu as voulu faire ressortir dans toutes ces descriptions-là des émotions positives? Est-ce qu'ils ont raison de rester là alors qu'ils sont dans un désert? Leur identité, c'est d'être nomade. Et ça va au-delà des nationalités, des frontières. Ils appartiennent à ce désert et ce désert leur appartient. Et quelque part, il y a dans ce désert ce qui fait leur particularité. Les Touaregs, les peuples nomades sont des êtres à part entière assez extraordinaires dans le sens où ils ont compris qu'il faut avancer. Et non seulement ils ont compris qu'il faut avancer, même si c'est le désert, il leur faut avancer pour survivre parce qu'ils n'ont pas connu autre chose et parce qu'ils ne veulent pas connaître autre chose et parce qu'ils ont surtout appris dans ce désert l'humilité. Et c'est cette humilité qui caractérise les nomades. Les extraire du désert, les priver du désert, c'est quelque part les tuer. Le désert fait partie d'eux. Oui, il y a Saint-Exupéry qui a beaucoup écrit chez les morts. Oui. Et avec ses camarades, il a constaté qu'il avait formé une communauté humaine. Et dans un passage, il dit cette nuit-là, le désert ajoutait la soif. Et nous sentions que nous appartenons à la même communauté humaine. Est-ce que les hommes
égaré dans un désert comme celui-là peut être considérés comme des êtres, je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que cette culture, ce mode de vie dans le désert peut faire l'homme avancer, se transformer? Je pense qu'il y a beaucoup de cela, cette idée de la transcendance. D'ailleurs, Saint-Exupéry, juste après le passage que tu viens de citer, dit, malgré la soif, malgré la sécheresse, il dit « Et cependant, quelque chose rayonne en silence ». Ce quelque chose qui rayonne en silence, c'est finalement ça. C'est ce nomadisme, cette volonté de rester nomade. Hein, c'est cette quête quelque part de ce qui rayonne en silence. C'est sans doute l'essentiel. C'est cette connaissance que seul le désert finalement apporte. Hein, et d'ailleurs, Adama en est bien le griot, hein, de cette connaissance qui nous transcende, la connaissance du vrai, de l'essence même qu'il puise dans le désert et dans les petits grains de sable et qui fait de lui ce qu'il est, un scribe, mais le scribe des nomades. Oui, là, le livre, c'est une fiction. Tout à fait. Voilà. Mais est-ce que, bon, une fiction sur l'Afrique, rarement les écrivains, les Africains écrivent des fictions, mais est-ce que cette fiction permet de connaître vraiment l'âme africaine? Elle est très complexe. Qui peut prétendre la connaître? Elle est si complexe. Tout à l'heure, on parlait hors antenne, hein, de Amadou Ampateba qui dit comme ça vaguement qu'il jette une pierre en disant il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Et s'il n'y a pas une Afrique et s'il y a des Afriques, c'est une infinité d'âmes et c'est une infinité de cultures, d'où la beauté de l'Afrique. C'est pour ça qu'elle continue à nous fasciner. Elle reste un mystère qui nous échappe, l'Afrique. Pourquoi écrit-on sur l'Afrique? Oui. Pourquoi écrire sur l'Afrique? Pas voilà. pour le plaisir seulement, parce que je pense, en tout cas c'est ce que moi je ressens quand l'Afrique s'invite, parce que c'est même pas moi qui vais la chercher, c'est elle qui vient à moi. Pourquoi écrire sur l'Afrique? Pourquoi pas écrire sur, je sais pas moi, les États-Unis, la France? Oui. Il y a tellement de pays. Eh ben, parce que quelque part, peut-être qu'il y a une volonté inconsciente de ma part de connaître l'âme africaine. Peut-être. Erasme, dans l'éloge de la folie, disait que l'Afrique nous apporte toujours quelque chose de nouveau. Tout à fait. C'est la raison qu'on écrit sur l'Afrique, parce que lorsqu'on lit Nomade, tu décris ce qui est concret. Pour moi, c'est ce qui est concret. Mais, et alors, quand on parle de fiction, mais est-ce que tu n'es pas en train de faire du réalisme fictionnel? Ah, c'est toi qui le dis, c'est nouveau, on me l'avait jamais dit encore. Pourquoi pas, peut-être. Quelle est la part, en fait, quelle est la ligne qui sépare le réel de la fiction, au fond? Pas grand-chose. Ma volonté, peut-être, de creuser ce réalisme. Tu évoques les descriptions du désert, hein, c'est bien ça. C'est peut-être une volonté de ma part aussi de photographier, un peu à la manière d'une écriture photographique, d'immortaliser justement ces scènes, des scènes que j'ai connues très jeune et qui sont encore dans ma mémoire, tu vois, et que je m'étais promis qu'un jour, je les écrirais. Je n'ai pas forcément cherché un réalisme fictionnel, mais vu comme tu le présentes, tu n'as peut-être pas tort. Très bien. Je vais d'abord voir s'il y a des réactions et lire le second passage.
Est-ce qu'il y a des réactions là? Oui, d'accord. Je vais les lire. Je vais me retrouver rapidement. Alors, j'ai un téléphone qui... Oh, je crois que là, bon, voilà. Voilà. Je voulais dire bonsoir à Amanda Bling Bling. Bonsoir, chers collègues. J'étais du côté de l'Italie et puis on s'est bien passé des coups de fil très émouvants. Et bonsoir à Philippe Huchet. Beaucoup de poésie. Ah oui, je sais que Mona Azam est poète tout à l'heure peut-être. On va parler de poésie d'ailleurs. Et bonsoir à Lily Rosine, Andjome Tokoto. Merci d'être là. Et il y a Sosolena. Il y a une question de Sosolena qui demande, Mono, penses-tu que les hommes s'intéressent encore autant qu'avant à l'écriture africaine? Oui, je pense que même un peu plus. Il y a, qu'on soit d'accord, hein, on n'est pas dans une écriture africaine qui est celle du colonialisme, hein, disons-le, hein, même si il y en a qui prétendent qu'il faut plus en parler. On est loin de cette mouvance-là, d'une littérature africaine qui revendique encore et encore les mêmes choses. On est, je pense, en train, et nous sommes nombreux, et à vouloir justement rendre à l'Afrique ce qui lui appartient. Et par la littérature, par la culture, il est tout à fait possible aujourd'hui de faire en sorte de rendre à l'Afrique ce qui lui appartient et de lui rendre à nous autres, ses enfants, ce qu'elle nous a donné. Alors oui, il existe encore une littérature africaine. Oui, elle peut encore plaire parce qu'elle est loin des fioritures. Elle essaye de dire l'Afrique telle qu'elle est, avec toute sa complicité, avec toute sa grandeur, tout son mystère. Et c'est à nous autres, auteurs, de continuer à lui donner sa voix, à lui rendre sa voix, à faire entendre sa voix, pour qu'ils l'entendent tous. Moi, je n'ai jamais oublié, toute petite, on m'a toujours répété, la civilisation, le monde a commencé avec l'Afrique. Et c'est avec l'Afrique que cela se terminera un jour. Oui, je voulais aller compléter la question de Sosolena au sujet de la littérature africaine. Pourquoi Mono Azam, par la littérature africaine, par quoi peut-on la reconnaître ou la revendiquer aujourd'hui? Par un style particulier. On peut la reconnaître, un style particulier. Hein, elle est toujours riche en images, en mythes, par la manière aussi dont elle est écrite, à la manière des griots. Hein, on a une grande oralisation de la langue dans le style d'un écrivain africain. Tout à l'heure, tu m'as dit hors antenne que s'il n'y avait pas mon nom et prénom sur la couverture de mes livres, on aurait pensé que c'était une Africaine qui écrivait. Donc, tu as reconnu la plume d'une Africaine, Kelvin. Et donc, quelque part, je crois qu'il faut aller de l'avant, il faut contribuer à montrer, à hisser haut les valeurs que l'Afrique nous a transmises. Parce que les valeurs qu'elle nous a transmises, ce sont des valeurs d'humanité avant tout et de fierté. Hein. Quand on se dit africain, c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de valeurs que l'on partage. C'est un sol qui nous a vu naître, qui nous a portés, qui a accueilli nos premiers pas, et
C'est un univers riche en légendes, en mythes, en histoire, l'histoire de l'Afrique. Il faudrait la réhabiliter, il faudrait la réécrire. Nos ancêtres, les Gaulois, c'est pas ce que doit apprendre uniquement un élève africain aujourd'hui. Il a une histoire riche, dense. La littérature africaine aujourd'hui aussi se distingue déjà par ses divers noms. Il y a Bokassa qui a eu le prix Goncourt. Il y a la Camerounaise, je crois, Diallo, oui. Voilà, qui a reçu un prix Goncourt des lycéens. Il y a le Tanzanien qui a reçu le prix Nobel. Avant cela, il y a Wellen Soyinka qui avait déjà reçu le prix Nobel de littérature. Également, un Algérien aurait aussi reçu, ou un Égyptien, quelque chose comme ça. Albert Camus. Voilà, Albert Camus, Algérien, voilà. Albert Camus. C'est donc dire ceci. Est-ce que, si je veux compléter encore la question des Sosolena, on ne pourrait pas parler de la littérature négro-africaine, parce que quand on parle de littérature africaine, il s'agit d'englober en même temps l'Afrique, le Maghreb, toutes et l'Afrique, et qui ont une culture différente de la culture négro-africaine. Est-ce qu'il faudrait plutôt parler de littérature négro-africaine? Je serais plutôt en faveur je pense qu'il faut faire très attention aux termes qu'on emploie aujourd'hui. Je serais plutôt pour parler non pas de littérature africaine, mais de voix d'Afrique. Parce que nous sommes d'abord des voix. Nous sommes des griots. Et c'est notre voix qui doit porter. Et la voix, quelque part, est supérieure à la littérature. Parce que la voix est libre. Et oui, Léna pose encore une autre question. Alors, elle a posé une question, et là, je vais me faire un plaisir de lui répondre. Est-ce que... Alors, je retrouve pas... Elle disait si tu es une écrivaine ou est-elle aussi un artiste? Un écrivain est-elle aussi un artiste? Un artiste déjà, voilà. Alors, mon grand mentor, Albert Camus, ne parlait jamais d'écrivain. Quand on lui disait qu'il était écrivain, il disait « Non, je suis un artiste ». Et justement, je suis adepte de cette pensée. Un écrivain, c'est d'abord un artiste. C'est quelqu'un qui sait jongler avec les mots, qui sait assembler les mots, les idées, les odeurs, les couleurs, et qui saisit un instantané pour le transformer en immortalité. C'est donc un artiste, d'abord. D'accord. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis en compagnie de Mouna Azam, écrivaine française, très plongée dans la culture africaine parce que elle y a séjourné, elle séjourne, elle voyage beaucoup l'Afrique, elle connaît l'Afrique. Je vais lire un second passage de son livre Nomade. Je voulais rappeler aussi que Mouna Azam est nominée au prix des étoiles de la littérature Afrique-Caraïbe. Ces choses qu'un homme et une femme doivent faire ensemble pour avoir des enfants était pour moi une corvée. Une de plus, aucun accouplement amoureux sous la tente. Rien de ce que j'avais pu découvrir dans mes lectures. Ce qui s'appelait amour pour moi ne relevait plus que de la fiction. Le reste, ce que je vivais avec ma femme, ce que j'ai expérimenté avec elle n'était que pure mécanique. Automatisme du devoir à remplir. Elle ouvrait les cuisses et j'y allais, les yeux fermés, n'aspirant qu'à une seule chose, en finir au plus vite, avec cette besogne honteuse, et tandis que sous la tente, j'activais la mécanique, les hommes d'Akou multiplièrent leurs assauts, assassinaient des tribus, violaient des femmes, des enfants, pillaient des villages, incendiaient des écoles, sémaient des mines à tous les vents du désert.
utilisaient des enfants comme des bombes vivantes destinées à tuer et enlever des humanitaires français venus en soutien au gouvernement malien afin de l'aider à contenir les élans sanguinaires de ce barbare. Mais, mon Azam, ces choses qu'un homme et une femme doivent faire ensemble, là, ce n'est plus de la fiction. C'est du réalisme. J'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce passage, vraiment. Et je l'ai modifié d'ailleurs 4 fois. Parce qu'à un moment, je me suis dit, tu exagères, tu vas trop loin, ça va heurter le lecteur. Et donc, reste quand même diplomate. Et n'y va pas plus que ça, quoi. Et ce passage-là, quand tu le lis, je me souviens encore de ce qu'il était à l'origine. Hein. C'était assez comique, mais d'un grand comique qui m'avait même fait pleurer, quoi, parce que j'avais un peu forcé dans le réalisme. Oui, du moment où les choses concrètes, connues même des plus petits, ça ne paraît plus être fictionnel. Si maintenant un enfant de 10 ans te demandait qu'est-ce qu'une fiction? C'est la vie. La vie est une fiction où chacun joue son rôle, en tout cas le rôle qu'il a choisi de jouer. Et la littérature n'est pas en dehors de la vie. Elle est la vie, puisqu'elle puise dans la vie pour s'écrire. La fiction, c'est la vie. Oui, mais le personnage Adama, est-ce qu'il n'est pas prisonnier de cette nature sablonneuse et désertique? Bien sûr, il est... Adama, je n'ai pas choisi son prénom au hasard. Adama, c'est Adam, c'est le premier homme. Et c'est aussi le premier homme qui, dans sa tribu, va aller à l'école et apprendre à lire et à écrire. Et c'est la volonté de sa mère, d'abord. Une volonté qu'il ne va pas comprendre dans un premier temps, qu'il va subir comme un arrachement à ce désert qui lui est si cher, un arrachement à ses traditions, à sa culture. Et paradoxalement, quand sa mère, de nouveau, et là on retrouve tout le poids des traditions et tout le poids de la culture des nomades, quand sa mère lui demande de revenir et de renoncer finalement à tout ce qu'elle avait voulu pour lui, c'est-à-dire l'émanciper par la lecture et par l'écriture, il ne comprend pas non plus le geste de sa mère. Alors que sa mère, finalement, c'est l'image, c'est le symbole de l'Afrique. C'est cette Afrique qui a encore du mal, certaines fois, à concilier entre sa culture, ses traditions et la mondialisation autour d'elle. Et qui sait pourtant qu'il lui faut avancer vers le monde, parce qu'elle ne peut pas vivre séparée du monde, et qui se sent parfois handicapée et invalidée par ses cultures et sa tradition. Et finalement, la mère réussit à faire vivre ensemble les deux. Et les traditions, et la mondialisation, et la modernité. Adama en est la preuve. Il devient celui qui invente le nomadisme de l'écriture. Très bien. On parlera du nomadisme tout à l'heure. C'est un mot qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, vous m'avez dédicacé le livre en citant, en disant, voilà, à Calvin, au nom de ces éternels nomades que nous sommes heureusement. Mais, Mona Azam, pourquoi les hommes se déplacent-ils dans le désert alors que le désert est toujours le même?
C'est très philosophique ta question. Parce que quand on ne sera plus là, le désert, lui, sera encore là. Et parce que si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Les hommes se déplacent, toujours en quête d'eux, toujours à la recherche de quelque chose. Le désert est immuable. Et un jour viendra où ces hommes qui se sont déplacés sans arrêt arrêteront pour toujours de se déplacer. Et la quête s'arrêtera. Le désert, lui, perdure pour l'éternité. Il survivra aux hommes. Et c'est un symbole très fort, finalement, qui nous dit, Oui, qui nous guide vers là où on devrait avancer. Et on ne devrait avancer que vers l'autre. oui, le monde, Mona, le monde venait de connaître 2 ans, on peut dire 2 ans de fermeture, qui a poussé les gens à la sédentarisation. Tout à fait. Non, est-ce que le sédentaire ne vit pas aussi dans le désertif? Est-ce que tu connais une personne qui, durant ces 2 dernières années, a accepté, a vécu avec plaisir cette situation? Moi, j'en connais pas. À commencer par moi-même. Oui, L'être voilà. humain n'est pas fait pour être enfermé. L'être humain, surtout nous autres Africains, qui avons toujours connu les horizons, les espaces ouverts, la liberté de nos mouvements. On est toujours en mouvement en Afrique. Est-ce que tu l'as constaté? Oui, Toujours en mouvement. Est-ce que tu imagines ce que c'est pour un être comme le Touareg, qui est toujours en mouvement, d'être enfermé? C'est une mort en soi. C'est justement pourquoi je pose cette question. Oui, tu as tout à fait raison. Oui, du moment où un sédentaire vit un moment de désert, est-ce que le Touareg qui vit dans le désert ne vit pas ça de façon double? Bien sûr, bien sûr. C'est lui qui a tout compris d'ailleurs. Nous n'avons rien compris. Et ces 2 dernières années que tu viens de mentionner, qui sont encore dans les mémoires, hein, moi j'ai pas oublié, malheureusement, je constate avec tristesse et avec résignation qu'elles n'ont pas changé les personnes. Elles n'ont pas contribué, elles n'ont pas apporté de leçons. Elles n'ont rien, personne n'a rien tiré, aucun enseignement. Les égoïstes sont encore plus égoïstes. Et chacun est concerné par son petit confort. Et il y en a quelques-uns, oui, bien sûr, il ne faut pas généraliser, il y en a quelques-uns qui restent à l'écoute de l'autre, un peu plus qu'avant peut-être, parce qu'ils ont pris conscience, mais ça n'a pas été généralisé. Regarde depuis ces 2 années, tous les conflits qui nous entourent. Ça n'arrête pas. Regarde l'Afrique. Ça n'arrête pas. Le Mali. Bon, Qu'est-ce voilà. qu'il a fait au Mali? Oui, tu parles des Touaregs, tu parles d'AQMI, que c'est des mouvements terroristes AQMI. Mais est-ce que tu as vécu là-bas? Ou alors, tu t'es renvoyé cette écrivaine qui fait la fiction et qui essaye de se faire une idée de ce qui se passe, de ce qui se déroule sur le terrain, sur ce terrain-là. Bon, il y a la question qui me vient à l'esprit, c'est en tant que littéraire, est-ce que la littérature permet-elle d'entrer dans la fiction comme tu es entré sans avoir été sûrement avec AQMI, dans le milieu d'AQMI, pour sortir de cette fiction d'un réel immédiat? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. La littérature, je pense qu'avant d'écrire,
il y a toutes les lectures que nous avons pu faire, dans lesquelles nous avons baigné, qui font de nous ce qu'on est quelque part. Il y a notre vécu personnel, il y a la terre qui nous a vu naître, cette géographie intime qui ne nous appartient qu'à nous-mêmes, et puis qu'on porte en nous. Les Touaregs, non, je n'ai pas vécu avec des Touaregs, mais j'ai fait beaucoup de lectures. C'est un sujet qui m'a toujours intéressée et fascinée. Et puis, je me suis mise dans la peau d'un Touareg aujourd'hui, avec la menace de Hackmi, qui est là, qui est réelle, qui n'est pas un rêve, qui n'est pas une fiction. Et je crois que je me suis tant et si bien glissée dans la peau des Touaregs que j'en ai ressenti ce qu'ils auraient pu ressentir. Et c'est là où, c'est ce que tu disais, c'est quoi la fiction? Je te disais, c'est la vie finalement. C'est une expérience vécue aussi. D'accord. L'imagination. Oui, dans ce vécu-là, je vois dans tes passages, dans tes extraits, de nombreux extraits, une démarche esthétique. Mais est-ce que dans la démarche esthétique permet de couvrir ce qui est sauvage? Oui, j'en suis persuadée. Parce qu'au-delà de tout, le désert, c'est un grand poème. Et écrire le désert, c'est opter pour une esthétique particulière. C'est opter pour un style particulier, pour un vocabulaire particulier. C'est, je ne sais pas comment te le dire, mais c'est quelque part aller semer un mot, une rime dans chaque ondulation du désert et en garder la chaleur et la remettre sur la feuille. Je crois que c'est ça en fait. Très bien. Oui, bonsoir une fois de plus à nos nombreux téléspectateurs. Je suis avec Mono Azam, elle est écrivaine, et nous parlons de son livre Nomade. Oui, Mono Azam. Ce roman a pour thème, il y a des thèmes qui ressortent régulièrement, la guerre, la famine, les mariages précoces. Bon, est-ce que tu veux passer un message? Parce que quand on lit ce livre, à un moment donné, on se retrouve comme si c'était un roman. À un moment donné, c'est comme une nouvelle. Bon. Et bien évidemment, une fiction. Ou alors, tu veux raconter une histoire comme une autre. Il y a un message que tu veux transmettre là. Tu parles du Mali et entre-temps, il y a le Mali qui rejette la France. Mais est-ce qu'il y a un message derrière cela? Politique, tu veux dire? Pardon? Un message politique, tu veux dire? Bon, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais je demande tout simplement, est-ce qu'il y a un message? Il y a un message, oui, il y a un message. Je suis quelqu'un de pacifique par nature. Je déteste les guerres, je hais les conflits. Je connais la guerre, hein. J'ai travaillé, j'ai vécu à Beyrouth en temps de guerre. Je sais ce qu'elle est, la guerre. Pour moi, c'est pas des scènes qu'on regarde à la télévision, c'est du vécu. Je hais toute forme de violence. Je hais tout groupuscule qui, au nom d'une certaine croyance, vient imposer à un peuple libre sa propre croyance et qui, pour cela, use de la force. Maintenant, est-ce que c'est un message... Pour moi, la guerre du Mali était une guerre triste, tragique. Je rappelle que beaucoup de jeunes Français y ont perdu la vie, hein. Même des jeunes que je connais. Hein.
et qui pourtant, ils sont allés en principe pour aider le peuple malien. Après, les rouages des guerres nous dépassent. On ne peut pas savoir ce qu'il y a. Ce que je vois à présent, j'assiste avec une certaine colère que c'est loin d'être fini, que le peuple malien est loin d'avoir retrouvé la paix. Et pourtant, il ne mérite que ça, la paix. Et tous les peuples ne méritent que de vivre en paix. Le message que je voulais adresser, c'était: voici un peuple qui a une histoire riche, qui est ancestral, qui a des valeurs nobles. Voici un peuple qu'on tente de décimer et dont on tente d'effacer la mémoire. Et mon message est un message d'humanité. Parce qu'au final, que devient Adama à la fin? Qui devient à la fin? Il souffre. Oui, mais il devient aussi un ambassadeur qui porte la paix et qui s'investit pour la paix. Donc, le message de nomades, c'est ça, les nomades, ce sont des êtres libres. Et au-delà de tout, la liberté d'un peuple, la liberté d'une personne, c'est sacré. On ne peut pas y toucher, quelle que soit la raison. C'est en gros mon message. Oui, je ne voulais pas terminer l'émission sans parler de poésie, parce que lorsqu'on lit tes œuvres, il y a toujours cette marque, ces vers un peu partout. Bon, je voulais rappeler à mes téléspectateurs que tu es aussi une poétesse. Oui. Bon, et il y a un enrichissement poétique dans tes proses. Est-ce que le langage poétique est différent du langage prosaïque en tant que tel? Ça dépend du genre littéraire auquel tu t'adonnes. Imagine que j'écrive un polar avec un style poétique. Je me ferais lyncher de partout. Ça dépend. Je pense que le roman s'y prête. Beaucoup de romans, d'ailleurs, sont d'une richesse poétique inouïe. Encore une fois, je vais citer Camus. Il suffit de lire L'été de Camus, Noces de Camus. C'est toute une poésie. Après, est-ce qu'on doit forcément dissocier la prose de la poésie? Non, puisque René Char, je rappelle, a écrit ses plus beaux poèmes en prose, Baudelaire aussi. Donc, non, il n'y a pas de dissociation. C'est pas une faute de goût d'écrire de la prose en utilisant la poésie, ni d'écrire tout comme c'est pas interdit de faire des poèmes en prose. Oui, on a parlé tout à l'heure de Saint-Exupéry, je reviens un peu sur lui. Saint-Exupéry serait même mort au désert. Son avion aurait été bombardé dans le désert. Bon, dans le désert, toi qui connais beaucoup le désert, il y a la soif dans le désert. Oui. Toujours la soif, oui, voilà. Mais l'écriture fictionnelle a-t-elle soif de l'absolu? Toujours. Toujours. Pourquoi écrit-on? Parce qu'on se sait mortel et que resteront nos écrits. Et donc, d'une certaine manière, on accède à l'immortalité. Et c'est ça l'absolu. Toujours. Toi, personnellement, quel rapport as-tu avec tes textes? Écris-tu pour disparaître? J'ai un rapport charnel avec mes textes. C'est comme un enfant, j'ai déjà 3 enfants, mais c'est comme un enfant que je porte en gestation, que je porte des mois durant. Et quand c'est le moment du point final, je ressens exactement le même vide que peut ressentir une mère qui vient de mettre au monde son enfant et qui ne sait pas de quoi sera fait son avenir.
c'est exactement la même chose. Et en même temps, cet enfant qui va grandir, hein, ce livre, et qui me survivra, ben c'est un peu une partie de moi, c'est un prolongement de moi. C'est atteindre l'absolu quelque part. Non, tu penses pas? Oui, mais finalement, c'est la dernière question presque déjà. Finalement, avec les nomades qui sont en ligne, tu serais la personne qui est devant. Tu es engagé devant les nomades et ou bien tu es derrière. Je suis derrière. Tu es derrière. Okay. Je suis celle qui suit leur pas. Donc, il y a donc là-dedans un engagement. Oui, bien sûr. Tout écrit est un engagement. Tout mot qu'on prononce est un engagement. Est-ce que l'écriture est tenue d'être engagée? Est-ce que l'écriture... L'écriture. Ou alors l'écrivain. Est-ce que l'écrivain est-il tenu d'être engagé? Ce n'est pas une obligation, c'est un choix. Mes premiers textes n'étaient pas vraiment des textes engagés. Mes premiers romans n'étaient pas du tout engagés. Depuis Ulysse a dit, je suis rentrée dans une période de ma vie où je me suis dit, mais tous ces combats que tu mènes seul, toutes tes valeurs, transmets-les, engage-toi. Et j'ai choisi, c'est un choix, que ce soit Ulysse a dit, que ce soit Amine, que ce soit Nomade ou d'autres textes qui viendront, qui sont déjà pratiquement prêts. Oui, j'ai choisi de m'engager parce que je ne peux pas personnellement, et c'est ce que je te disais, l'écrivain n'est pas différente de l'être. Je peux pas assister de manière passive à tout ce qui me secoue, à tout ce qui me bouleverse et me dire ça arrive là-bas, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne me concerne pas. Je crois que c'est le devoir d'un écrivain de dire les choses, de transmettre des messages, d'essayer de remuer. J'étais aujourd'hui en classe de 4e et j'intervenais autour d'Ulysse a dit qu'ils ont lu. Et l'enseignante me dit, vous savez, ils n'ont pas un très bon niveau, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ils ont lu. Ah ben, ceux qui, soi-disant, n'avaient pas un bon niveau, m'ont posé des questions, mais qui m'ont déstabilisée, avec vraiment une profondeur. Et sur le moment, j'ai compris que j'avais réussi. J'avais réussi à transmettre le message. Et je sais qu'il y en a... quelques-uns dans cette classe qui, dès qu'ils pourront, dès leur majorité, vont aller s'engager dans des associations comme SOS Méditerranée pour à leur tour sauver des migrants. Et c'est beau. Et quand on entend ça, on se dit que finalement la littérature, c'est ça. C'est tendre la main. C'est créer un pont vers l'autre et peut-être lui faire voir le monde différemment, en tout cas de manière moins égoïste. Donc, c'est un choix, oui. Mes derniers écrits sont engagés. Oui, l'œuvre a beaucoup parlé aussi du Mali. Et oui. En même temps, on sait que le Mali est très revêche avec la culture française. Tu penses que c'est la France qui rejette ou la culture française? Non, je pense que le rejet est surtout politique. Je ne pense pas que ce soit un rejet d'une culture ou de quoi que ce soit d'autre. Le rejet est essentiellement politique et je crois que ça nous dépasse tous. D'accord. La langue française, de toute façon, est-ce qu'elle a été un outil de transmission de ce qu'on pouvait espérer du mariage entre le colon et le non-civilisé? Est-ce qu'il y a eu mariage? C'est union forcée, là. C'est un sujet très délicat pour lequel j'ai des positions de véritable africaine
Et il va falloir patienter un peu, peut-être quelques mois, puisque l'un de mes prochains romans traite de l'esclavage, justement. D'accord, très bien. Parce Et que se déroule sur l'île de Gorée. ce qu'on ressent actuellement, c'est un divorce. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu une certaine... Il y a eu mariage forcé, il pouvait y avoir que divorce à un certain moment. Hein. On ne peut pas avoir mariage forcé quand l'un a consommé aussi. Exactement. Voilà. Alors, mais cette conscience d'avoir consommé, je pense qu'elle... aussi... oui. Cette prise de conscience qu'il y a eu consommation aussi, je crois qu'il va falloir du temps pour qu'elle fasse son chemin. Moi, je crois en l'amitié entre les peuples. Je n'ai jamais été en Afrique comme la Blanche, comme la Toubabou, qui va aller se réfugier dans une villa climatisée et regarder l'Afrique de derrière ses barreaux avec la crainte de l'autre. Moi, quand je vais en Afrique, je suis chez moi. C'est ma terre. Je n'ai aucune crainte. Je me sens même peut-être plus en sécurité en Afrique qu'ailleurs parce que je suis chez moi et que j'y ai mes racines. Et je n'ai pas le regard objectif pour parler de divorce et pour parler de mariage. Pour moi, c'était un mariage forcé à la base. Après, ils ont peut-être fini par s'aimer. Oui, ils se sont aimés, hein, parce que l'union a quand même duré longtemps, mais je refuse toute idée de France-Afrique, fermement. Voilà, merci. Voilà. Merci, Mouno Azam. Avec plaisir. Prend fin. C'était le retour. Nous attendons d'autres invités. C'est toujours les mardis à partir de 20h. Merci d'avoir été là. Ça a été très passionnant. En tout cas, c'est toujours passionnant de passer des heures littéraires avec vous. J'espère que vous reviendrez toujours. Voilà. Bonsoir à tous les amis. Merci. Je n'ai pu lire toutes les questions. J'espère que Mona répondra à vos préoccupations tout à l'heure après l'émission. Bonsoir. Je vous remercie tous. Et j'ai un dernier message pour celles et ceux qui sont à Montpellier. La semaine des cultures africaines se déroule du 13 au 18 juin à Montpellier avec l'ouverture à la Maison des Relations Internationales où j'aurai l'honneur de faire une conférence autour de l'Afrique. Et donc, venez vers nous. On se retrouvera comme au pays, sous une case riche de nos valeurs et de notre amitié. Merci Calvin pour cet accueil et à très bientôt. À bientôt à Paris, de toute façon. À bientôt, oui. Nous serons ensemble le 25 juin pour une soirée de brunch littéraire. Voilà. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. La nuit de l'élégance avec Extra Musica, Roga, Bokoko, les parrains et marraines sont à l'honneur. Mon ami Gaël, Samedi 4 juin 2022 à partir de 20h à la salle du Palais des Beaux-Arts en face de la commune de Charleroi. Adresse rue du Manège 6000 Charleroi Belgique. Organisé par le Carrefour Benguis. La référence contact 0032 493 28 49 60. Ticket prévente 30 €, vente 40 € sur place. Le Carrefour Benguis, la référence. Je vous présente en exclusivité nos parrains. Ben Ali, responsable d'Infoculture. Impôt Comptier culturel dans la place. Isaac de Bruxelles, le roi 12-12
de Bruxelles, un boucantier dans l'âme. Lui, c'est le grand Edenté, un homme d'affaires réputé. Elle se nomme Nidonides, l'influenceuse web. Elle c'est Sidonie de Charles Leroy, la boucantière, la responsable du salon de coiffure Peine d'Or. Ou Madine Kachou, femme d'affaires responsable de NK by Nadine Kachou, lingerie et accessoires. Lui, c'est le grand Alain Kazar. C'est le propriétaire des résidences Hazard à Douala. Néo de Charleroi, patron du restaurant Les Sangas. Une référence gastronomique à Charleroi, un vrai boucantier. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe.